Alors dans ce débat nature ou culture, on va ajouter dans cette conférence un petit ingrédient d'analyse sur peut-être pourquoi les femmes ne vont pas dans les métiers digitales ou pourquoi elles n'y restent pas. Et ce petit ingrédient, c'est le sexisme et les violences sexistes et sexuelles qu'on a encore assez peu évoquées depuis ce matin. Effectivement, il y a peut-être des noms qui vous évoquent un certain nombre de choses. Si je vous dis Marion Seclin, Nadia Dam, Amanda Todd, Anaïs Condomine, Caroline Dehaas, ce sont les noms de militantes, de journalistes, d'adolescentes aussi, qui ont subi un déferlement de haine misogyne, d'insultes, d'appels au meurtre, au viol, etc., via les réseaux sociaux, à des occasions diverses et variées que je ne tenterai même pas d'expliquer rationnellement. Par exemple, Marion Séclin, elle a reçu en quelques jours 40 000 messages d'insultes, de menaces de mort et de viol parce qu'elle avait posté sur le site Mademoiselle une vidéo sur le harcèlement de rue. Nadia Dam avait osé sur Europe 1, les journalistes, donc, critiquer un forum réservé aux 18-25 ans d'un site très connu qui s'appelle jeuxvideo.com. Et elle a subi en retour une campagne de harcèlement avec des menaces de meurtre, de viol. On a divulgué son adresse personnelle, le collège où elle est sa fille, enfin des choses comme ça, des tentatives de piratage de sa boîte mail, de tous ses comptes. Alors, dans le cas de Nadia Dam, et c'était, je crois, une première, 2 des cyberharceleurs ont été condamnés tout récemment, je crois, à des peines de 6 mois de prison avec sursis, 2 000 € d'amende. Et le jour de l'annonce du verdict, comme ça ne suffisait pas, il y a un homme qui a cru bon de monter un groupe visant à l'assassiner afin de venger ce jugement injuste. Donc ces agressions en ligne, puisque voilà, il faut les nommer. Je pense que c'est important de mettre les bons mots sur les actes. Et le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes le fait pour nous. Il s'agit de violences patriarcales, de violences masculines contre les femmes. Elles prennent la même forme en fait que toutes ces violences qui vont en fait de la blague sexiste à la machine à café jusqu'à ce que nous on appelle les féminicides, en passant par le harcèlement sexuel, les viols, etc. Elles ont les mêmes causes. Les causes de ces violences, c'est la domination masculine, le sexisme et le sentiment qu'il est intolérable que les femmes accèdent à des postes à responsabilité ou à des postes de visibilité. Et puis, elles ont les mêmes conséquences sur la santé des victimes et sur les femmes qui les subissent. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est important de se rappeler que le cyberespace est aussi réel et aussi concret que la vraie vie. Et que, comme dans la rue, les femmes peuvent y être victimes de harcèlement de la part d'individus qu'elles ne connaissent même pas. Comme chez elles, elles peuvent aussi être sous emprise de leurs conjoints qui se servent des moyens de communication modernes pour les contrôler, les harceler, les faire chanter. Je pense qu'on évoquera ça avec Aurélie Latourès tout à l'heure. Et comme partout, l'expérience de ces femmes est très très souvent minimisée, sous-estimée, ignorée par la justice qui est jamais ou trop peu saisie de ces cas. Je pense qu'il est difficile d'imaginer que le monde du travail échappe à ces phénomènes de masse. Quand on sait qu'une femme sur 5, alors aujourd'hui je crois que c'est même une femme sur 3, dit avoir été victime de harcèlement sexuel au cours de sa carrière, et qu'une femme sur 4 est victime de violences en ligne dans sa vie, je pense que si on croise ces statistiques, on est forcé d'admettre que dans nos entreprises, à toutes et tous, se produisent ces cas de harcèlement via les nouveaux moyens de communication. Donc ça, ce sera le premier gros sujet qu'on va traiter. Et heureusement, il y aura une partie sourire, soleil au sujet, puisqu'on va aussi avoir parmi nous des femmes qui ont décidé, au contraire, d'utiliser ces outils, ces leviers, la tech en général, pour servir la cause des droits des femmes, pour faire avancer les choses via des applis, via des sites de mobilisation, etc. Donc c'est la deuxième partie qu'on verra. Ce sont les femmes à qui on donnera également la parole. Alors, pour parler de ce sujet aujourd'hui, donc j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Latourès du Centre Hubertine Auclair, Léa Tillier de l'application Hands Away, Estelle Collat de Make.org et puis Agnès Desmarais-Coulon de la RATP. Je vous invite à me rejoindre.
Merci beaucoup. Alors Aurélie, je vais commencer avec vous pour la partie la moins rigolote, mais néanmoins fort passionnante du sujet. Vous êtes chargée d'études à l'Observatoire régional des violences faites aux femmes du Centre Hubertine Auclair, qui est un centre de ressources sur l'égalité entre les femmes et les hommes qui dépend de la région Île-de-France. Et auparavant, vous avez passé 6 ans au ministère des droits des femmes. Je ne sais pas quel nom il avait à l'époque, mais en tout cas dans ce qu'il était. Donc, au Centre Hubertine Auclair, vous avez fait un travail de fond sur les violences en ligne, alors sous plusieurs angles, si je ne m'abuse. Donc, à la fois chez les jeunes, je crois que vous avez fait un gros travail là-dessus, et puis dans le cadre conjugal. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ce qu'il y a de commun entre toutes ces violences, et puis en quoi elles s'inscrivent en fait dans ce que nous on appelle le continuum des violences masculines contre les femmes? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette occasion de pouvoir présenter nos travaux, notre réflexion, de pouvoir aussi la partager avec vous toutes et de pouvoir et tous, et du coup de pouvoir aussi s'inspirer à la fois des constats et aussi tracer des lignes pour pouvoir agir, pour prévenir et lutter contre ces formes-là effectivement de violence qui se passent aussi en ligne. Alors nous, on a travaillé au Centre Hubertine Auclair, plus particulièrement à l'Observatoire régional des violences faites aux femmes, qui est inscrit au sein du Centre Hubertine Auclair. On a travaillé depuis 2015 sur la question des cyberviolences. Au départ, effectivement, c'était une demande de nos partenaires avec qui on travaille bien, de l'éducation nationale et aussi du secteur jeunesse, qui avaient fait le constat en fait, de nouvelles formes de violence auxquelles les jeunes semblaient être confrontés de manière importante, en particulier les filles, et ces professionnels ne savaient pas forcément comment décrypter ces phénomènes. La première étape, c'est qu'on a essayé de voir ce qui existait au niveau de la littérature, des recherches qui a été menées sur les cyberviolences. Le premier constat qu'on a dressé, c'est qu'il y avait peu de données qui permettaient vraiment d'inscrire la réflexion sur les cyberviolences dans une perspective de genre. Alors je m'explique, on a différentes enquêtes au niveau national, international, surtout d'abord dans le milieu anglo-saxon, qui parlent de cyberbullying, cyberharcèlement, parfois cyberviolence, des définitions très, très variées en fait, de ces formes-là de violence. Selon comment on les définit, l'ampleur des phénomènes ne peut pas être comparée d'une enquête à l'autre, mais ce qu'on constatait, c'est que dans toutes ces formes-là, dans toutes ces enquêtes, systématiquement, quelle que soit la définition des cyberviolences qui était donnée, les filles, les femmes étaient surexposées. Donc on a une analyse, on va dire, sexuée. On peut compter le nombre de filles, le nombre de garçons, mais on ne sait pas, avec ces enquêtes, pourquoi les filles sont davantage exposées et à certaines formes de violence surtout. Donc c'est ce manque en fait d'analyse sur la dimension genrée qui nous a semblé problématique. Pourquoi ? Parce que si on veut mener des actions de prévention, c'était ce pourquoi les professionnels du champ de l'éducation, de la jeunesse étaient venus nous voir. Si on veut mener des actions efficaces de prévention, il faut aussi pouvoir s'asseoir sur une prise en compte du sujet qui soit adaptée, et notamment ne pas reproduire à travers ces actions de prévention des formes de contrôle social, notamment sur les filles. C'est ce qu'on pouvait voir déjà un peu à l'œuvre. Donc on a lancé une première recherche dans les collèges et les lycées en Île-de-France pour essayer de comprendre ce phénomène et d'essayer de le quantifier, mais aussi de pouvoir y apporter des clés de compréhension. Donc, ce qu'on a fait donc en 2015-2016 avec un laboratoire de recherche spécialisé, on a enquêté auprès des jeunes de la 5e à la seconde, 1200 jeunes. Ce qui est ressorti, pour vous le présenter juste en quelques constats importants, ce qui est ressorti tout d'abord, c'est que les filles, ça confirmait que les filles étaient surexposées à des formes de cyberviolence et à des formes de cyberviolence spécifiques. Donc on voyait par exemple les filles qui étaient davantage exposées à des insultes, notamment sur leur apparence physique, mais aussi l'objet de rumeurs sur leur comportement sexuel, amoureux, réel ou supposé d'ailleurs. Et là aussi, davantage les filles que les garçons. Et puis les filles étaient davantage la cible de diffusion de contenus à caractère sexuel personnel, on va dire intime, sans le consentement. Soit ces contenus étaient modifiés sans leur consentement ou diffusés sans leur consentement, assortis souvent d'ailleurs de commentaires très humiliants, très dégradants. Et aussi, elle pouvait recevoir des contenus à caractère sexuel sans y avoir sans avoir rien demandé, quoi. Donc, par exemple, c'était les cas des dick pics, dont vous avez peut-être entendu parler, le fait de recevoir des photos de pénis de garçons de sa classe, par exemple, ou autres d'ailleurs, de garçons qu'on connaît et à qui on n'a absolument rien demandé et on reçoit ça sur son téléphone. Donc le premier élément dans notre enquête, c'était de voir que les filles sont exposées à des formes de violence spécifiques.
Et ce qu'on voit dans ces formes-là de violence, c'est vraiment le sexisme finalement à l'œuvre qu'on retrouve dans tout un tas d'autres domaines de la société. Internet, les réseaux sociaux n'ont pas inventé en fait ces formes-là de sexisme, d'humiliation, de mise à l'écart en fait, de rejet des femmes, d'appropriation de leur corps, de contrôle. Mais ces outils numériques, on va dire, ces espaces et outils numériques lui donnent une caisse de résonance particulièrement importante. Et donc c'est ce qu'on a pu effectivement mettre en évidence. Donc les mécanismes en fait, la mécanique sexiste derrière ces cyberviolences, pour nous c'est vraiment important, comme vous le disiez, de les nommer. C'est pourquoi nous on parle de cybersexisme, justement pour pouvoir mettre au cœur de la réflexion sur les outils numériques, les espaces numériques, la question aussi du sexisme. Et ça nous semble important justement de nommer les choses pour bien savoir aussi à quoi on a affaire pour mieux les combattre. Alors, vous parlez d'une caisse de résonance du sexisme ambiant. Je pense qu'il y a aussi, dans les facteurs qui aggravent le sexisme en ligne, le sentiment d'impunité des personnes qui s'en rendent coupables. Pourtant, l'espace digital n'est pas un espace de non-droit. Alors, que dit la loi, en fait, dans la matière? Parce qu'on est souvent dans un espèce de flou. Que risquent des personnes qui se rendent coupables par exemple, de messages à caractère sexuel non sollicités, ce genre de choses, y compris dans le monde du travail, du coup? Oui, effectivement, c'est un point très important. D'ailleurs, sur le volet prévention, c'est un axe qui nous semble vraiment essentiel. Informer déjà qu'Internet, effectivement, n'est pas un espace de non-droit. Il y a des lois qui s'appliquent. C'est un premier élément, en fait, à faire connaître auprès des jeunes, mais aussi auprès des moins jeunes. On a commencé à travailler dans le milieu scolaire, mais les recommandations qu'on peut formuler s'appliquent bien au-delà. Donc effectivement, Internet n'est pas un espace de non-droit. Il y a des textes de loi sur lesquels on peut s'appuyer. Un certain nombre d'agissements en ligne sont interdits, peuvent être condamnés. C'est le cas notamment d'insultes, d'injures à caractère sexiste, la dimension sexiste constituant une circonstance aggravante, injures, insultes, diffamation. Ça fait partie de la loi de la liberté de la presse de 1881, donc ce n'est pas des textes qui ont été pensés pour le numérique, mais qui peuvent malgré tout s'y appliquer. Et vous l'avez évoqué aussi sur les cas de procès récents, médiatisés de Nadia Dam notamment. On voit en fait qu'il peut y avoir des condamnations sur la base de ces textes-là. Elles sont encore trop peu nombreuses parce que ces textes sont peu connus, sont peu appliqués. Il est très difficile, c'est vraiment le parcours de la combattante pour aussi faire valoir ses droits, faire en sorte ne serait-ce que de pouvoir enregistrer une plainte pour ces faits-là, parce que les professionnels de toute la chaîne pénale ne prennent pas forcément au sérieux ces formes-là de violence et ne sont pas forcément d'ailleurs outillés pour bien connaître la loi. Au-delà de ces textes qui existaient déjà et qu'on peut appliquer au numérique, il y a aussi le code pénal. En fait, c'est enrichi de textes qui viennent vraiment repréciser et venir sanctionner des formes de violence spécifiques qui se sont déployées à travers les outils numériques. Depuis 2014, on a un délit de cyberharcèlement qui est passible de 2 ans de prison, 3 ans de prison si ça concerne des mineurs de moins de 15 ans. On a aussi en 2016 un texte très important dans le cadre du projet de loi, enfin de la loi pour la République numérique, un article qui est venu sanctionner la diffusion de contenus à caractère sexuel sans le consentement. Donc c'est le cas des photos intimes qui peuvent être partagées sans l'accord après la rupture, mais souvent on parle d'un délit de revenge porn en utilisant, et d'ailleurs on constate que dans ce domaine en France on utilise énormément de termes anglo-saxons qui peuvent avoir tendance à masquer ou invisibiliser en fait les formes de violence et voilà, nommer aussi c'est important. Et en plus là parler de revenge porn c'est un peu maladroit parce que ça ne concerne pas que des situations de vengeance dans le couple. Vous évoquez le milieu professionnel, mais ce texte s'applique quel que soit l'auteur en fait et le lien qu'il entretient avec la victime. Donc diffuser des contenus personnels qui sont à caractère sexuel, quelle que soit la manière dont ils ont pu être obtenus, ça peut aussi être diffusé par un collègue ou une collègue. C'est aussi sanctionné par la loi. Il n'y a pas besoin que ça soit dans le cadre de relations intimes. Et puis, plus récemment, 2018, et donc oui, pardon, c'est la diffusion de contenus à caractère sexuel sans le consentement, c'est passible de 2 ans de prison et 60 000 € d'amende. Donc ça reste des peines potentiellement importantes. Et on a eu, donc le texte est récent, 2016, novembre 2016, mais on commence à avoir quelques condamnations sur la base de ces textes, pas encore assez, il faut les faire connaître. Et puis plus récemment, 2018, la loi sur les violences sexistes et sexuelles a inclus aussi des nouveaux délits
délit, notamment en fait la possibilité, enfin la sanction en tout cas de harcèlement organisé en ligne. Vous l'évoquiez avec le forum jeux vidéo 18-25. La difficulté qu'il y avait là, c'est qu'il y avait de très nombreux internautes en fait qui harcelaient, envoyaient des messages, mais chacun n'en envoyait qu'un. Donc au regard de la loi, ça ne relève pas de harcèlement. Pour la personne, bien sûr, la victime, c'est terrible, hein, les conséquences sont très importantes, puisqu'elle en reçoit des centaines, voire des milliers. Mais ce n'était pas encore sanctionnable, en fait. Hein. Il y avait un peu un manque dans la loi. Donc là, aujourd'hui, un seul message, mais qui est envoyé dans un cadre qui est organisé, peut être sanctionné de 2 ans de prison. Donc là aussi, c'est important. La loi est venue renforcer aussi et peut continuer encore. Il y a encore des domaines sur lesquels il y a besoin encore de renforcer la loi, mais il faut la faire connaître surtout pour qu'elle soit appliquée. Et rapidement, Aurélie, juste outre les outils du droit, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Quelles sont les solutions, les outils pour des femmes qui seraient victimes de cybersexisme ou de cyberviolence sexuelle et sexiste dans le cadre du travail, par exemple? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour se protéger ou pour réagir? Alors, pour le premier conseil qu'on peut donner pour faire le lien avec ce qu'on évoquait sur la loi, justement, c'est important de s'outiller, en fait, de construire son dossier. Donc, le premier réflexe à avoir, ça serait de conserver des preuves, tout simplement, systématiquement, même si on n'a pas forcément envie d'aller s'affronter au parcours de la combattante. Peut-être que plus tard, on aura les ressources suffisantes pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, il faut, dès le départ, en fait, conserver des preuves qui soient recevables, c'est-à-dire conserver des messages, quels que soient les contenus, mais en tout cas où on peut identifier la date, l'expéditeur. C'est des données, enfin des documents qui pourront servir de preuve dans une procédure. Sinon, c'est assez effectivement compliqué à engager des démarches. Les conseils qu'on peut donner, c'est aussi d'en parler autour de soi, hein, de ne pas rester isolé. Souvent, dans l'enquête qu'on a menée auprès des jeunes, il y a un fort fatalisme. On le retrouve pour toutes les victimes de violences sexistes ou sexuelles, la peur de ne pas être crue, mais se rajoute à ça aussi, parce que c'est du numérique, l'idée que de toute manière on ne peut rien faire, que c'est pas maîtrisable. Ça va avec le fait que la loi ne nous protégerait pas en tant que victime, mais ça va aussi au-delà du fait que voilà, on pourrait rien, on peut pas contrôler en fait ce qui s'y passe. Il y a moyen en fait hein, de lever, vous évoquiez l'impunité liée à l'anonymat, on l'a vu avec le procès Nadia Dam, hein, si on se donne les moyens, il est possible hein, de lever l'anonymat de tous les contenus qui sont publiés. Encore faut-il que on se dote, en tout cas les moyens techniques le permettent. Après, il faut que les services d'enquête soient outillés et la volonté en fait de le faire, mais en tout cas c'est possible. Donc dire que voilà, des solutions existent pour face aux violences qui peuvent être subies, qu'il faut en parler, et on a mis en place 2 outils qui peuvent être utilement consultés par les victimes mais aussi leur entourage. C'est le site Stop Cybersexisme qui rassemble tous les conseils utiles pour les victimes pour savoir comment réagir face à des situations de cyberviolence, savoir que dit la loi. On a réuni là tous les textes de loi, tous les infractions dont on a parlé rapidement sur lesquelles on peut s'appuyer pour aussi aller déposer plainte. Et puis aussi des conseils pour l'entourage. Et on a également réuni dans un autre site qui s'appelle Je protège ma vie privée des conseils pour prévenir en fait aussi des formes de harcèlement qui vont se catalyser sur des informations privées qui sont très présentes sur les réseaux sociaux qu'on utilise toutes et tous tous les jours. Et du coup, l'idée de notre site, c'était de faire en sorte que toutes les femmes puissent se réapproprier les outils numériques, les espaces sur lesquels elles communiquent, et d'essayer de mieux paramétrer pour pouvoir davantage protéger sa vie privée. C'est des conseils qu'on peut donner. 2 sites de référence, Je protège ma vie privée et Stop cybersexisme. Voilà, tout à fait. C'est bien retenu. Voilà. Alors, avant de continuer, on a évoqué longuement ce matin toutes les barrières qu'il y a à l'accès des femmes à des postes dans le digital ou à des formations informatiques, etc. J'ai reçu le témoignage d'une jeune femme qui est dans une grande école en informatique et qui me fait le récit de ce qu'elle a vécu depuis qu'elle est dans cette grande école. Et donc, je voudrais vous en lire 1 ou 2 passages. Je trouve que c'est assez fort et assez important d'entendre ces messages-là aussi. Ça commence par des messages piquants, des insultes, puis les harceleurs sont mis en confiance par la réaction de leur victime. Cette personne pense que si on lui dit qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas au niveau et encore moins qu'elle a l'intelligence pour comprendre, elle va faire un blocage. Dans mon cas, le harcèlement ne s'est pas arrêté aux messages d'insultes. Je travaille dans l'informatique en tant que développeuse.
Dans le cadre d'un projet, je me suis retrouvée avec 6 hommes. Les moqueries sont arrivées tout de suite, mes idées étaient trop gnangnan, trop fifi, et j'en passe. Très vite, ces moqueries ont pesé et je me suis tue. Les insultes sont alors sorties. Tu es conne, il faut pas le prendre comme ça. Les mois ont passé, à force de subir leurs moqueries et leurs insultes, je ne répondais plus. Pendant 1 an, nous nous sommes retrouvés répartis dans le monde, en Chine, en Inde, en Corée, en Europe. Nous avions mis en place 3 outils importants en prévision. Un drive pour les documents écrits, un Git, ou un Git, pardon, je ne sais pas comment on dit, pour la partie je n'arrive pas à lire, et un serveur Discord pour discuter. Il y avait aussi un chat Telegram. Je me suis aperçue un jour que mon travail sur le Git était supprimé et remplacé, et ce, sans en avoir été averti. Les garçons avaient jugé mon travail de mauvaise qualité. Puis les insultes se sont empirées. Puis sont arrivés les « mais qu'elle se pende » et « je vais la buter », etc. Lors des réunions via Discord, mon micro était coupé, ils se moquaient de moi ouvertement et m'ont poussé dans mes retranchements. Je n'avais plus qu'une chose à faire pour ne plus subir quoi que ce soit, les dénoncer. J'ai porté plainte, j'ai prévenu mes responsables, etc. La seule chose qui a été mise en place fut de me changer d'équipe et ma plainte a été jugée recevable en revanche. Ils n'ont eu ni blâme ni avertissement et ils n'ont pas été renvoyés. Et par contre, la plainte est toujours en cours. Voilà, c'était juste pour vous donner une idée aussi du quotidien de ces jeunes femmes qui vont dans ces métiers-là, parce qu'on peut dire qu'elles n'ont pas assez d'énergie, qu'elles n'ont pas assez d'ambition, qu'elles n'ont pas d'appétence pour ces métiers, mais si c'est comme ça qu'elles sont accueillies dans les écoles en question, il y a un problème de fond par ailleurs. Alors, donc le monde digital, pour passer à la partie plus positive de cette table ronde, il peut être vecteur de harcèlement sexuel, de harcèlement sexiste, etc. Mais c'est aussi une opportunité, une formidable opportunité de créer de nouveaux outils pour lutter contre ces violences. On a parmi nous donc Léa Tullier. Bienvenue Léa. La société pour laquelle vous travaillez s'appelle Hands Away et vous avez justement choisi d'aider les femmes via une appli, via la tech. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept déjà de Hands Away, comment ça marche, à quoi ça sert ? Bien sûr, pas de souci. Merci pour cette invitation et pour la place à cette table. Donc, And the Way, c'est une application mobile qui a été lancée à la fin de l'année 2016 et qui permet en fait aux témoins, mais aussi aux victimes d'agressions sexistes et sexuelles au sein de l'espace public, de pouvoir témoigner. En fait, l'application a vraiment été pensée au départ comme un exutoire, comme un moyen de libérer sa parole et de le faire de manière tout à fait instantanée. C'est ce que permet le numérique et cette application. Le parcours utilisateur est très simple. En fait, nous sommes en tant qu'utilisateurs géolocalisés sur une carte. Donc notre pins apparaît et il suffit en fait de choisir l'endroit où on veut déclarer son agression et ensuite 3 questions nous sont posées. Est-ce que c'est une agression physique ou verbale ? Est-ce que j'ai été témoin ou victime de cette agression ? Et enfin, est-ce que cette agression s'est passée dans la rue ou dans les transports en commun ? Une fois que ces 3 cases-là sont cochées et que j'ai fait mon choix, je peux décrire ce qui s'est passé et j'ai un nombre de caractères assez grand pour pouvoir le faire. Une fois que c'est fait, il suffit juste d'appuyer sur envoyer et ensuite l'alerte apparaît sur la carte et ce sont les 150 personnes les plus proches géographiquement qui vont recevoir en fait une notification. Comme vous recevez une notification tous les jours sur vos téléphones quand il y a un nouveau post sur Instagram ou Twitter ou que sais-je, c'est exactement la même chose. Donc il vous suffit juste en fait de swiper, d'ouvrir l'application et vous savez où l'agression s'est déroulée parce que c'est bien l'agression qui est géolocalisée et pas la personne pour des raisons évidentes de sécurité. Et vous pouvez directement en fait lire le témoignage et le commenter et demander à la personne si elle va bien, si elle a besoin d'aide, si elle a besoin de conseils, si elle a envie d'aller porter plainte, si c'est un endroit qu'elle fréquente souvent et du coup peut-être qu'elle a peur de passer une fois de plus par ici. Et donc en fait par la suite il y a une interaction finalement entre les utilisateurs de l'application. Donc aujourd'hui, pour donner quelques chiffres et quelques repères, il y a environ 40 000 utilisateurs sur cette plateforme et il y a environ 1200 alertes qui ont été postées depuis que l'application existe. Donc ça fait environ 50 alertes par mois qui sont postées sur l'application, sachant qu'on a beaucoup plus d'utilisateurs à Paris qu'ailleurs en France, mais on tend évidemment à se développer. Et dernière petite précision aussi sur le fonctionnement de l'application, les alertes restent 48 heures sur la map, simplement parce qu'on ne veut pas que l'utilisation de l'application soit anxiogène. Même chose pour les notifications qui sont envoyées. Quelqu'un qui habite à Bordeaux n'a pas envie de recevoir toutes les alertes qui se passent à Paris ou à Lyon ou à Nantes. Ce serait que sinon, l'utilisation même en fait, de l'application serait anxiogène. On n'aurait pas forcément envie de l'ouvrir et d'utiliser et d'y avoir recours.
Léa, on est d'accord, et je pense que c'est important de le préciser, que l'idée n'est pas d'encourager les personnes qui ont l'application à jouer aux super-héros et super-héroïnes, à éventuellement s'exposer elles-mêmes à des dangers, mais bien de faire des systèmes de soutien et de témoignage autour des victimes. Exactement. Exactement, c'est ça l'idée derrière, c'est que évidemment, en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, on ne va pas sortir son téléphone au milieu de l'agression, donc on le fait bien juste après. Et on a d'ailleurs tout un menu avec des onglets en fait sur un peu les bonnes pratiques, comment utiliser l'application, et aussi notre travail c'est aussi de modérer tout ce qui se passe sur la plateforme. Donc tous les jours on se connecte, on regarde les témoignages, on regarde les commentaires, et s'il y a le moindre souci, si par exemple il y a un appel à la violence ou un appel à la haine, évidemment on modère, on regarde ce qui se passe et on fait bien attention à ce qui peut se dérouler sur l'application. D'accord. Et alors, pour créer cette solution, de quelle expérience personnelle, comment avez-vous eu l'idée, en fait, enfin, vous et l'associée fondatrice, quel était le constat de départ? Alors le constat de départ, en fait, c'est une histoire tout à fait personnelle. Donc je ne suis pas la créatrice de l'application. La créatrice s'appelle Alma Guirao. Et en fait, elle a eu l'idée de cette application suite à une histoire personnelle que je vais vous raconter maintenant, parce que c'est vraiment c'est pour ça qu'elle a vraiment voulu s'engager et puis créer un outil utile pour toutes et pour tous. Donc en fait, elle était dans le métro, simplement, heure de pointe, elle allait travailler, elle était assise sur les places à 4, et l'homme qui était en face d'elle a tout bonnement sorti son sexe et a commencé à se masturber devant elle. Donc elle était victime d'un exhibitionniste, donc elle était complètement sidérée et choquée par ce qui se passait devant elle. Et ce qui l'a encore plus choquée, c'est que personne n'a réagi autour. Mais personne. Tout le monde a fait comme s'il ne se passait rien. Et donc au départ, elle était évidemment sous le choc et sidérée. Et les premiers questionnements, ça a été mais pourquoi en fait pourquoi est-ce que ça m'arrive encore une fois? Pourquoi est-ce que je vois encore ce genre de choses? J'en ai juste marre, j'ai envie de changer les choses. Donc elle a commencé d'abord à en parler autour d'elle. Niveau contexte, on était encore en 2016, donc les hashtags MeToo et hashtags Balance ton port n'étaient pas encore sortis. Et donc du coup, il y avait une réelle omerta à lever autour du harcèlement de rue et ce qui peut se passer dans le transport et dans nos rues. Et donc elle a commencé à en parler autour d'elle, etc., à ses amis, à ses proches, a même commencé à monter des groupes de parole pour dire mais voilà, mais enfin, ça m'arrive constamment, j'ai toujours vécu à Paris et ça m'arrive encore et toujours et je ne sais pas quoi faire, est-ce que c'est de ma faute, quel est le problème, je ne sais pas, il faut trouver une solution. Et donc la solution, ça a été ça, étant donné que Alma Guirao est auto-entrepreneur, elle avait un pied, je veux dire, et était sensibilisée au monde de la tech et de l'auto-entrepreneuriat, de la start-up, etc. Et c'est comme ça en fait qu'elle a eu l'idée d'utiliser une application qui permettrait en fait dans l'instantané de pouvoir témoigner et de libérer sa parole avant tout. Oui, je pense que c'est intéressant de rappeler d'ailleurs en termes de ça nous arrive tout le temps à toutes, etc., que selon les chiffres du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est 100% des femmes qui ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les transports. Alors créer une appli, si on revient au côté business, ça requiert des développements. Ça requiert de l'argent. On a évoqué ce matin avec Julie Ranty de Vivatech la difficulté auxquelles sont confrontées les femmes qui veulent lever des fonds. Comment ça s'est passé pour vous ? Alors, comment ça s'est passé pour Alma Guirao? En fait, quand elle a eu l'idée d'Enzoé, elle avait également l'idée de monter donc sa start-up. Et donc, en fait, au départ, ça a été monté sous forme d'une SAS. Donc, elle proposait à la fois, donc, du coup, l'application Enzoé, mais également un agrégateur de mobilité en B2B. Donc, en fait, finalement, Enzoé, pour parler assez technique, c'était finalement un peu la partie philanthropique, en fait, de son projet global. Et donc en fait finalement c'est comme ça en fait qu'elle a réussi à convaincre des investisseurs et puis avoir du coup un premier investissement de la part d'une entreprise privée que je peux évidemment citer, qui est L'Oréal, qui nous soutient encore aujourd'hui. Donc c'est le premier investisseur qui a cru en son projet et donc qui a investi dans sa start-up, donc dans sa SAS, pardon. Et c'est seulement par la suite en fait que Enzoé a été séparé du reste de son activité pour pouvoir en faire, juridiquement parlant, une association de loi 1901. D'accord, donc il a fallu masquer le bébé féministe dans un plus gros package. Exactement. D'accord, intéressant, bonne technique. Merci beaucoup Léa. Estelle Colas, mettre la tech au service des droits des femmes et plus généralement au service de grandes causes, c'est exactement votre métier puisque vous êtes directrice grande cause de Make.org. Alors c'est quoi une grande cause chez Make? Qu'est-ce qui fait une grande cause?
Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, avant de parler des grandes causes, je vais parler un petit peu de Make, parce que peu de gens connaissent Make. Donc, nous sommes une civic tech, donc un accélérateur d'intérêt général. Et en fait, notre mission, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs de la société dans la transformation positive de la société. Alors les acteurs, c'est qui ? C'est à la fois des entreprises, à la fois des associations. Donc par exemple, sur les violences faites aux femmes, on a le Centre Hubertine Auclair et on a aussi des startups comme On the Way. On a aussi des institutions, on a des médias. Donc voilà, et notre métier, c'est de mobiliser tous ces différents acteurs. Alors comment ça se passe ? Ça se passe autour de programmes de 3 ans qu'on appelle des grandes causes et qui sont effectivement sur des sujets d'intérêt général. Donc par exemple, la lutte contre les violences faites aux femmes, mais on a aussi développé des programmes sur donner une chance à chaque jeune, la culture pour tous, les aînés. Là, en ce moment, on est avec une grande cause sur le handicap. Donc vraiment, ce sont des sujets transversaux qui nous touchent toutes et tous. Et ces programmes durent 3 ans, ils sont en 3 étapes. Donc il y a d'abord une phase de consultation massive nationale. Donc nous posons une question ouverte unique sur les réseaux sociaux. Les citoyens et les salariés des groupes et des communautés qui nous accompagnent y répondent. Donc évidemment, nous avons tout un système tech très lourd derrière avec un algorithme qui analyse tout ça. Et nous sommes capables ensuite de sortir donc les consensus, les repoussoirs et les polémiques sur le sujet. Donc on a une vraie cartographie finalement des priorités pour les citoyens. Et ensuite, en phase 2 du programme, nous faisons des ateliers physiques où nous réunissons tous les partenaires de la coalition. Et là, très concrètement, à partir des propositions émergentes, nous construisons des actions concrètes de terrain. Et donc, on aboutit finalement au plan de la société civile qui, en phase 3, est incubé, financé sous forme de mécénat de compétences et de financement d'entreprises. Donc voilà les programmes des grandes causes qui durent 3 ans. Alors en 2017, une de ces grandes causes, c'était, comme vous l'avez dit, les violences faites aux femmes. Donc maintenant, le programme a été lancé il y a 1 an et demi, j'imagine. Où est-ce que ça en est ? Quels ont été les constats qui ont été faits ? Quelles ont été les solutions ? Enfin, où est-ce que ça en est, ce programme ? Alors, ce programme a été lancé effectivement le 25 novembre 2017 pour la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Nous avons commencé donc par une consultation avec une question qui était comment lutter contre les violences faites aux femmes, qui a été donc poussé sur les réseaux sociaux. Nous avons eu un reach d'environ 8 millions de personnes. Nous avons évidemment eu, en plus de ça, nous avons eu des ambassadeurs qui nous ont soutenus, donc des comédiens et comédiennes, des journalistes, des écrivains, etc. Et tout ça a fait que donc nous avons eu plus de 400 000 contributeurs dans cette consultation. Nous avons eu aussi plus d'1 250 000 votes et plus de 4 300 propositions. De ça, évidemment, comme je vous disais, avec l'algorithme, nous avons été capables d'extraire des grandes thématiques. Donc là, je ne vais pas vous faire tout le détail du rapport qui est consultable en ligne sur notre plateforme. Mais disons que dans les 4 thèmes émergents sur lesquels les citoyens nous ont demandé de mettre nos efforts, c'est sur l'éducation, la justice, le soutien aux femmes et le signalement. Donc voilà les 4 thématiques sur lesquelles nous travaillons. Et puis ensuite, donc en phase 2, nous avons fait des ateliers qui ont débouché sur un plan de 8 actions nationales et nous sommes en train d'incuber ces actions. Donc je vais vous donner juste à titre d'exemple 2 de ces actions. Donc nous avons par exemple mis en place, nous sommes en plein développement d'une solution de formation pour la police nationale. Donc ça peut paraître dingue, mais oui, c'est la société civile qui travaille pour la police, parce qu'en fait, il y a eu une énorme demande, évidemment, avec tout ce qui s'est passé avec l'affaire Weinstein. Les policiers ont bien conscience qu'ils n'ont pas toujours les clés pour bien accueillir les victimes dans les commissariats. Et c'est quelque chose qui est très fortement ressorti de la consultation, un meilleur accueil des victimes et une prise en charge. Donc, en fait, nous avons proposé à la police de développer, avec Corp Academy, un module de formation en ligne qui permet de toucher les 68 000
policiers et non pas, comme actuellement, les 2000 policiers qui auront la chance d'aller à l'école de police pour suivre cette formation. Donc là, c'est en plein développement. On travaille avec une des associations et d'ailleurs le Centre Hubertine Auclair aussi. Autre action que nous menons au niveau national, c'est par exemple, les femmes ont particulièrement poussé cette solution, mais aussi donc l'ensemble des citoyens, sur la demande d'un meilleur hébergement des victimes. Une solution en tout cas d'accueil physique cette fois-ci. Et donc là, nous sommes en train de faire un deal, c'est en plein essor, à la fois avec des groupes hôteliers et à la fois avec des plateformes de booking pour mettre à disposition les invendus des nuitées d'hôtel. Donc après 17h, 30% des invendus sont mis à disposition des associations féministes pour accueillir les victimes, ce qui permet de tripler la capacité d'accueil des femmes par rapport à ce qui existe aujourd'hui, ceci pendant un délai de 48 heures, le temps que les associations leur trouvent des hébergements de long terme. Donc voilà 2 exemples très concrets, mais je pourrais, donc j'ai les 8 actions, mais on n'a pas le temps, donc vous viendrez me voir si vous voulez en savoir plus. Très bien, merci beaucoup. Alors, outre donc, ces mobilisations spécifiques à Make, effectivement, on voit bien aujourd'hui l'essor de toutes les mobilisations en ligne, les pétitions, etc. Est-ce que vous pensez, vous, de votre point de vue, que c'est vraiment l'avenir du militantisme et l'avenir de l'engagement, en fait, que de passer par ces moyens de communication ? Alors oui, je pense, parce qu'en fait, c'est un véritable moyen d'aller au-delà de l'engagement des experts et des personnes concernées. C'est effectivement un moyen de mobiliser non seulement l'ensemble des citoyens, mais l'ensemble de la société, c'est-à-dire, comme je vous disais, nous, on met ensemble les entreprises, les associations, les médias, les institutions, et finalement, tout le monde peut faire quelque chose. Et puis, en fait, on se rend compte, quand on regarde des chiffres, par exemple, on a une étude intéressante qui a été faite par Via Voice pour Ecclesia, qui montre qu'il y a les citoyens ont envie de s'engager, mais dans des nouvelles formes d'engagement. C'est-à-dire que le bénévolat classique, en particulier chez les jeunes générations, est un petit peu dépassé dans les envies. Et par exemple, ils sont prêts à davantage s'engager dans des sujets d'intérêt généraux. Par exemple, sur là, cette fameuse étude, on est à plus 14% en un an sur la volonté d'engagement dans des nouvelles formes d'engagement, qui est passée de 58 à 72%, donc en l'espace d'un an, alors que pendant très longtemps, on stagnait entre 50 et 55%. Donc on voit vraiment une explosion de cette envie. Et donc nous, quelque part, on capte ça, on est une réponse possible en tout cas. Et puis aussi, quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est de dire que quand on regarde finalement dans notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur les luttes contre les violences faites aux femmes, on a vu que le hashtag, donc finalement les réseaux sociaux, le hashtag MeToo, le hashtag Balance ton porc, le Tumblr Paye ton couple, les mouvements Nous Toutes qui ont permis une forte mobilisation via les réseaux sociaux, en fait, tous ces mouvements, tous ces éléments, en fait, ont été possible parce qu'il existe, cette mobilisation a été possible grâce aux réseaux sociaux. Et en fait, ça permet aux femmes, ce sont des vrais leviers pour les femmes. Ça leur permet à la fois de s'unir, de sortir de l'isolement, de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules. Ça a été le vrai. On a vu cette explosion avec MeToo. Enfin, la parole, ça a pu se libérer. Et ça donne donc des vrais mouvements collectifs qui, finalement, aussi permettent d'augmenter l'impact, de décupler les actions. Et donc ça, c'est quelque chose de très fort. On en a besoin aujourd'hui. Et encore une fois, ça permet de mobiliser l'ensemble de tous. Et aussi, dernier point, après je vais m'arrêter, je vous promets. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas se dire qu'on va rester en silo dans le monde du digital. Mais ce qui est intéressant, c'est de créer des ponts finalement entre la réalité et le digital, et de se dire que, par exemple, dans le cas des grands mouvements comme Nous Toutes, mais d'autres, finalement, c'est par la mobilisation digitale qu'on arrive à avoir d'autant plus de manifestantes et de femmes qui bougent et qui s'informent et qui s'entraident, etc. Donc c'est un moyen de faciliter ces rencontres physiques aussi.
Merci beaucoup Estelle. D'ailleurs, je crois que vous avez fait aider Nous Toutes à faire son site internet. Oui, si je tout ne à m'abuse. fait. Donc, Nous contribuez avons contribué ouais. aussi à faire le site pour cette journée-là et puis on va dire à lister tout ce qui était fait pour la journée du 25 novembre où l'ensemble des associations ont pu exprimer leur programme. Donc voilà, nous sommes une plateforme de soutien aussi des mouvements. Merci. Agnès Desmarais-Coulon, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la communication institutionnelle du groupe RATP. Alors à la RATP, évidemment, on pense que vous êtes forcément confrontés de manière très régulière à la question des violences sexistes que peuvent subir vos passagères et usagères. Et d'ailleurs, le harcèlement que peuvent subir les femmes dans les transports en commun, il prend à la fois des formes assez traditionnelles, les manspreaders, donc ceux qui écartent très largement leurs cuisses et ne vous laissent aucune place, mais aussi les frotteurs, les mains aux fesses, qui, rappelons-le, je fais une petite parenthèse, sont des agressions sexuelles et pas de banales mains aux fesses qu'on euphémise en les appelant comme ça. Et puis, ça prend aussi des formes plus digitales, des prises de photos sous la jupe de passagères avec un smartphone, enfin ce genre de choses. Alors, vous avez réagi à la RATP, vous avez réagi fort il y a déjà plus d'1 an. Vous avez lancé une grande campagne de communication, d'affichage partout dans les métros notamment, contre le harcèlement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez construit cette campagne, comment vous l'avez pensée et de qui vous vous êtes entouré? Puis je vais essayer de montrer des affiches. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on va revenir un petit peu sur la genèse de ce projet, puisque ça fait extrêmement longtemps que nous étions conscients de ce problème. On le savait qu'il y avait très peu de plaintes finalement. Et puis on avait des agents qui étaient très démunis pour accompagner effectivement toutes ces violences faites aux femmes. Nous avons mis en place un observatoire des incivilités très tôt, dès 2012. Et là, on a fait un constat absolument édifiant. 87% des femmes déclaraient, donc je dis déclaraient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les femmes dedans, avoir déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les transports. Pour un petit rappel, nous transportons 12 millions de voyageurs par jour. Vous voyez l'ampleur du phénomène. Donc, premier constat, et puis premier constat également le fait d'être complètement démunis face à cela. Quelle était notre légitimité pour prendre la parole? Comment intervenir? Quel est le rôle effectivement d'une entreprise publique? Et donc, on a commencé effectivement à creuser le sujet, à faire déjà des études pour essayer de mieux cerner ce problème. Donc la première chose, c'est effectivement, ça a été de constater qu'effectivement, les femmes subissent des harcèlements dont plus de la moitié sont des harcèlements physiques. Donc vous le rappeliez, les harcèlements physiques, ce sont les attouchements, ce sont les frottements, donc ce sont quand même des agressions violentes. Et elles le subissent dans le métro, dans le RER, aux heures de pointe. Donc il ne faut pas penser que le fait d'être dans un lieu fréquenté vous préserve de ça. Bien au contraire, ça arrive bien plus dans ces lieux-là. Et puis, le deuxième enseignement, c'est que les très jeunes étaient très touchés. Je parle des 12 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, la majorité de ces personnes agressées, c'est 12-24 ans. Donc des jeunes qui sont très démunis par ces attouchements, parce que ça va sans dire que la plupart d'entre eux n'ont pas encore de vie adulte, de vie sexuelle, et donc vivent ça comme une agression beaucoup plus forte. Donc le sujet était pour nous devenu central, et on s'est dit effectivement, comment prendre la parole? Le premier point qui était important, le premier objectif pour nous, c'était déjà de faire savoir à nos voyageurs qu'on allait prendre en compte ce sujet et qu'on allait le traiter. Il y avait une forte attente et il fallait répondre à cette attente, puisqu'effectivement, 66% des voyageurs considèrent que nous sommes légitimes pour prendre la parole sur le sujet, et c'est autant que la police. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on s'est rendu compte que nous avons mis progressivement en place un certain nombre de dispositifs d'alerte qui ont été renforcés en 2016 et que les voyageurs ne connaissaient absolument pas ces dispositifs d'alerte. Donc il fallait faire connaître ces dispositifs d'alerte. Et puis, on s'est dit comment agir concrètement. Le troisième point, c'était la nécessité d'avoir une prise de conscience globale, et ça fait totalement écho à ce que vous racontiez, ce sont les témoins. C'est-à-dire qu'on est dans des rames qui sont pleines à craquer, où personne ne bouge. Et donc, il fallait faire comprendre à l'ensemble de la population que quelque part, cette femme qui se fait agresser, c'est votre fille,
c'est votre sœur, c'est votre mère, un peu moins, c'est plus les plus jeunes, mais ça existe quand même. Mais c'est ça qui est absolument essentiel, et qu'en fait, quand on voit le pourcentage, c'est-à-dire on est tous touchés, chacun dans sa famille. Donc ça, c'était le point important. Donc on a choisi, on avait fait une première prise de parole en 2015 qui était pas assez impactante, qui était passée un peu inaperçue. On s'est dit cette fois-ci, il faut être très impactant. Donc vous voyez les visuels, on a travaillé avec une représentation très forte de l'agresseur sous la forme d'un prédateur. C'est un requin, c'est un loup et c'est un ours. Et en fait, on a représenté l'état d'esprit de la victime lorsqu'effectivement elle se retrouve, elle a l'impression d'être seule, c'est-à-dire effectivement les autres voyageurs disparaissent, c'est la forêt, plus rien ne bouge, et elle est tétanisée. Donc on a fait des pré-tests et on s'est rendu compte qu'effectivement cette campagne était non seulement bien comprise, bien perçue, et qu'elle reflétait bien l'état d'esprit des voyageurs qui se faisaient harceler, mais aussi l'indifférence totale, et ça les gens l'ont compris, de l'ensemble des témoins et des autres voyageurs, et qu'on appelait donc effectivement avec cette baseline, on appelait l'ensemble de ces témoins à agir, parce que la victime, en fait, quand elle se fait harceler, c'est quelque part trop tard, elle ne peut quasiment rien faire. Alors qu'un témoin qui se trouve à quelque distance, lui, peut agir. Et c'est justement cette action des témoins qu'on souhaitait enclencher. Alors effectivement, pour la réaction, que ce soit des victimes ou des témoins, même si vous l'avez dit, les victimes sont souvent en état de sidération qui les empêche de réagir sur le coup, vous avez proposé 5 canaux de communication différents, dont un certain nombre sont des canaux digitaux. Est-ce qu'ils sont très utilisés et où est-ce que ça va, ces lignes, ces textos? Qui répond et comment sont-ils et elles formés à l'autre bout du fil? Enfin, comment ça se passe? Alors effectivement, plus qu'une action de communication, pour nous, c'était la notoriété d'un dispositif d'alerte sur lequel on travaille. Ce qui veut dire, ce qui est très très différent, c'est qu'on est sur un objectif de long terme. On n'est pas sur une opération où on veut toucher tant de monde en un mois, etc. On voulait effectivement que ça devienne un réflexe. Donc on a travaillé sur plusieurs axes. Le premier, c'est qu'on a la chance d'avoir effectivement des agents de service et des agents de sécurité au sein de nos gares et de nos stations. Et donc on se dit, la première des choses, c'est de s'appuyer sur l'humain. Et donc on a formé l'ensemble de nos agents sur la prise en compte de ces victimes de harcèlement sexuel, puisqu'ils se sentaient un peu démunis au départ. Donc un gros programme de formation qui a duré 2 années complètes pour pouvoir mieux prendre en compte ces voyageuses qui étaient agressées. À cela, on a effectivement renforcé l'ensemble du dispositif de sécurité, c'est-à-dire qu'on a quand même 50 000 caméras qui enregistrent tout ce qui se passe effectivement dans les transports. Comme ça, dès lors que les victimes portent plainte, on va pouvoir retrouver les images et pouvoir rechercher les harceleurs. Ça, c'est un point important. Et puis, on a multiplié les bornes d'appel, aussi bien à l'intérieur effectivement des matériels que sur les quais et les stations. On a plus de 5000 bornes d'appel pour qu'effectivement, il puisse y avoir effectivement un appel à des agents qui se rendent le plus rapidement possible. Et puis, on a surtout fait connaître les 2 numéros d'appel, le 31 17, et puis ça marche également par SMS, 31 177, qui renvoie l'ensemble des appels sur une plateforme qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et vous avez effectivement des agents qui répondent au téléphone, qui prennent, ça fonctionne un petit peu sur le même système que votre appli, où a eu lieu effectivement l'agression, la nature des actes, le descriptif. Du coup, ils branchent tout de suite les caméras de vidéosurveillance pour essayer de retrouver les images, et ils envoient une équipe d'agents de sécurité pour essayer de retrouver le harceleur s'il se trouve encore dans les espaces ou dans la rame en question. Et puis, comme on s'est dit qu'effectivement on n'allait pas se priver d'autres opportunités, on a tissé également des partenariats. On avait fait à l'époque, au moment de la sortie de la campagne, un premier partenariat avec Mon Chaperon, en proposant, c'est une start-up effectivement, qui propose des systèmes de trajets accompagnés, en fait, de copiétonnage,
messages. Et finalement, ça peut être très intéressant pour des jeunes quand ils rentrent, par exemple, d'activités sportives un peu tard le soir, de rentrer à plusieurs, on se sent moins vulnérable. Et puis on s'est dit, on a quand même une population jeune, de jeunes femmes qui est très très présente sur les réseaux sociaux. Donc nous, on a des écosystèmes digitaux qui sont extrêmement puissants. Mais on s'est dit, il faut cibler, il faut aussi des personnes qui puissent leur parler avec leurs mots. Et donc on a fait des partenariats avec des Instagrammeuses qui ont raconté un petit peu ce qui leur était arrivé et qui faisaient la promotion des dispositifs d'alerte. On l'a fait également avec Fresh, qui a fait effectivement des vidéos. Et là, on a eu un gros succès, puisqu'effectivement, on a évalué que la tranche des 18-24 ans, parce que les mineurs, c'est toujours un petit peu compliqué, mais on a touché 400 000 et 780 000 parisiennes. Donc, c'était quand même quelque chose, une vraie réussite pour nous, et ça nous a permis effectivement, comme ce sont des modèles, de les toucher autrement, je dirais, qu'avec un discours trop institutionnel, trop descendant. D'accord. Vous avez évoqué la question de la légitimité des entreprises à se positionner sur le sujet. Alors vous l'êtes posé vis-à-vis de vos voyageuses et voyageurs. Qu'est-ce qui vous a décidé à prendre la parole sur le sujet, et qu'est-ce qui pour vous est une bonne façon de se positionner sur ces questions-là, que ce soit auprès de ses salariés, auprès de ses clients, de ses prestataires, etc. Alors ça, c'était effectivement un vrai sujet, un sujet compliqué pour nous, de savoir effectivement jusqu'où nous pouvions aller, parce qu'on était très très attendu par les voyageurs et par les voyageuses. Ce sujet-là, à la RATP, pour nous, c'est un sujet qui est très sensible et c'est un sujet fondamental. Notre première mission, c'est d'assurer la sécurité des voyageurs. Et la sécurité, elle n'est pas seulement ferroviaire. La sécurité, c'est la sécurité du déplacement des voyageurs dans nos espaces, dans nos matériels roulants. Et pour ça, effectivement, c'est pas qu'un discours, c'est pas qu'un engagement. Il faut pouvoir le mettre en œuvre et l'accompagner sur le terrain avec effectivement un nombre très très conséquent de voyageurs. Et puis, ça faisait écho. On a eu un vrai engagement de l'entreprise derrière ce sujet. Parce qu'effectivement, le respect est notre première valeur. Et donc, c'était assez simple, effectivement, de le faire partager. Et assez naturellement, nos agents ont trouvé que ça rentrait dans le périmètre de notre mission de service public. Donc, je dirais que la question de convaincre l'interne a été quelque chose qui s'est fait assez simplement, assez naturellement. Puis, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde se sentait quand même indirectement et directement concerné. Et donc, effectivement, on a lancé cette prise de parole. Après, on s'est dit, pour que cette prise de parole, elle soit plus forte, ce qui serait intéressant, c'est de la partager avec les autres opérateurs de transport, de parler d'une seule et même voix, de la partager avec l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilité, avec la région. L'idée, c'était de se dire que sur ce sujet, qui est un sujet sociétal, on ne peut pas être en concurrence les uns avec les autres. C'est pas un sujet d'image sur lequel on fait la course. C'est un vrai sujet de société sur lequel il faut un engagement, et ça nous semblait intéressant, quelque part, de montrer l'exemple en s'effaçant derrière le message et en parlant tous d'une même voix. Merci beaucoup Agnès. Il nous reste un petit quart d'heure avant la prochaine pause, les résultats des concours, etc. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Oui, je vois Véronique Arsanti qui a une question. J'ai une question je reviens à l'entreprise même, je suis chez Orange. Moi. J'ai une question autour du management et de la culture managériale, parce que moi j'ai une grosse entité avec beaucoup de techniciens, et c'est pas pour stigmatiser les techniciens, mais j'ai un certain nombre de remontées de femmes qui se sentent harcelées, et quand on décortique, c'est un peu de la drague lourdingue, pardon de le dire comme ça. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, parce que du coup, on a des gens et je les soutiens complètement, des femmes qui attaquent au motif d'outrage sexiste, en fait. Et quand on explique ça au monsieur qui lui a dit plusieurs fois qu'elle était très jolie, qu'elle avait une jolie robe, tiens, tu sens bon aujourd'hui, enfin bon, je voulais pas, mais ils tombent de l'armoire, quoi. Ils comprennent même pas ce qu'on leur dit. Et je pense qu'on a un vrai sujet de communication autour de ça, donc on se pose des questions sur... et si on communiquait, n'est-ce pas, chère madame, mais on a vraiment ce sujet-là de faire passer d'abord ce qu'il y a dans la nouvelle loi, parce que malgré tout, l'outrage sexiste, c'est quelque chose d'un peu compliqué au sein de l'entreprise, c'est pas simple à expliquer, et puis à
à sentir. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire et jusqu'où il faut aller dans l'explication des comportements qu'on demande à nos salariés. Et ça, voilà, moi, ça me questionne en tant que patron de grosse unité. Alors, Sabine, est-ce que vous voulez répondre à Véronique ou est-ce que vous voulez poser une autre question? Ah, alors, allez-y. Peut-être. Non, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, parce qu'on a eu une expérience avec des jeunes gens qui ont utilisé les réseaux sociaux, donc un jeune homme qui utilise un réseau social externe pour envoyer des compliments à une de ses collègues. Et puis ce même jeune homme, cette même jeune femme, utilise le réseau social interne pour faire les mêmes compliments, en tout bien, tout honneur, mais avec un sentiment amoureux, on va dire les choses comme elles sont. Et là, c'est très intéressant à observer, puisque la jeune femme, elle, quand c'est arrivé dans le réseau social de l'entreprise, l'a pas ressenti de la même manière que quand c'est arrivé avec le réseau social de l'extérieur. Et on a eu une situation, nous, à gérer, où il a fallu expliquer, en fait, toute la différence que ça peut prendre selon qu'on adresse le sujet dans l'entreprise. Pour ça, quand tu évoques ça, moi, ça me fait penser à cette expérience-là, avec des jeunes gens. Donc, je me retourne vers les plus jeunes d'entre nous. C'était extrêmement intéressant, très étonnant pour nous. Hein, c'est-à-dire que c'est ce que je dis un peu à mes enfants. Nous, à l'époque, quand on draguait, on prenait le courage à deux mains et on allait en parler. Oui. C'est ce que je dis à mes jeunes adultes à la maison. Aujourd'hui, on est face à des relations qui, via les réseaux sociaux et via ces outils digitaux, sont très compliquées à externer. Je voudrais aussi vous dire, madame, que je trouve que l'action que vous avez à la RATP est remarquable. Vraiment remarquable, parce que quelque part, vous faites aussi œuvre de rôle sociétal pour éduquer, en fait, puisqu'on prend tous, à un moment donné, les transports en commun, on a toutes ou tous, parce que les hommes aussi sont aussi victimes parfois de comportements sexistes à leur rencontre, quels qu'ils soient. Et je trouve que ce que vous faites et cette initiative est extrêmement courageuse et dans votre rôle d'entreprise et sociétale, c'est remarquable. Alors je voudrais rajouter un petit point. D'abord parce que Jump fait partie d'une organisation qui s'appelle le Collectif contre le sexisme. Et la RATP a soutenu ce collectif dans une campagne qui a été préparée en fin d'année dernière et dont les affiches ont été affichées partout dans le métro parisien et qui s'appelait « Le sexisme tue ». Donc voilà, donc merci à la RATP. Pour ce qui est des formations, en fait, je peux apporter un témoignage parce que ça fait partie des formations que fait l'Académie de Jump. Et la semaine dernière, justement, j'étais dans une entreprise où on formait un atelier qui est un peu ludique. En fait, c'est un jeu qui s'appelle « Libérer votre entreprise du sexisme ». Et alors, c'était assez étonnant parce que donc c'est un jeu avec une juriste et une psychologue qui travaillent. Ce sont des exemples qu'elles ont pris dans les entreprises. Donc, tous des exemples réels et récents. Et le matin, on formait un groupe de femmes dites à potentiel. Et l'après-midi, on formait le comité de direction de la même entreprise. Et alors évidemment les réactions, parce que sur le sexisme, les femmes, je dirais, elles ont toutes des choses à raconter. Il n'y a pas, voilà, et c'est pas une entreprise qui est spécialement machiste ou que sais-je. Bon. Et alors l'après-midi, donc on formait le comité de direction, évidemment essentiellement masculin. Comme souvent, il y avait quelques femmes. Et effectivement, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas conscience de la façon dont les femmes reçoivent les remarques qu'ils peuvent faire, qui sont pour eux souvent ce qu'on appelle le sexisme bienveillant. T'as une jolie coiffure aujourd'hui, elle est sympa ta robe, sauf que dans un monde qui est majoritairement masculin, eux ils font une remarque une fois de temps en temps, et puis la femme elle se prend des remarques toutes les semaines ou tous les 15 jours, et elle est pas là pour travailler, pas pour l'entendre. Donc en fait, pour dire, il y a un aspect prévention, et je pense qu'il faut effectivement beaucoup dans les entreprises expliquer
parce qu'une fois qu'on a expliqué, il y a au moins 80% des sujets qui sont évacués, parce que les gens ne sont pas quand même complètement bêtes, ni méchants, ni tout ce qu'on veut. Et quand on leur a expliqué, il y a beaucoup des problèmes qui disparaissent. Donc il faut faire ce travail de... voilà. Outre les outils d'éducation, de formation, etc., le droit nous donne quand même de nouveaux outils. Vous avez évoqué l'agissement sexiste, qui est un outil qui a été créé en 2015, qui est encore peu connu, mais qui effectivement peut quand même servir de levier, puisqu'il permet de dénoncer tous les propos et les actes qui créent un environnement de travail intimidant, offensant. Quelqu'un peut m'aider sur la définition? Hostile. Enfin, il y a plusieurs adjectifs qui qualifient cet environnement de travail pénible pour les femmes. Et effectivement, tout ce que vous décrivez là relève de ces cas-là. Moi, je voudrais juste dire un mot sur ce qu'on appelle souvent la zone grise entre le harcèlement sexuel et la drague. En vérité, quand même, cette zone grise, je pense qu'il faut prendre des précautions quand on en parle, puisque en droit, en tout cas, elle n'existe pas, la zone grise. C'est-à-dire que si vous demandez une fois à une femme de votre entreprise d'aller boire un verre après le travail, vous êtes dans la drague, ok, il n'y a pas de... En droit aussi. Si elle vous dit non et que le lendemain, vous lui redemandez, ça y est, vous avez déjà basculé dans le harcèlement. Donc la zone grise, c'est aussi, je pense, une sorte de mythe à déconstruire qu'entretiennent aussi les agresseurs pour pouvoir continuer de nous harceler. Vous voulez réagir sur ces... Oui, ouais. Bonne foi. Oui. Non, mais c'est très important parce que c'est une affaire. Parce que moi, en tant que manager, là, je suis obligée, mais absolument obligée, d'être totalement neutre. C'est-à-dire que moi, je suis obligée d'écouter les deux salariés et de fait, au départ, d'être complètement neutre. Et c'est extrêmement compliqué parce que quand il est de bonne foi, franchement de bonne foi, mais qui ne comprend pas, parce que vous parliez de comité de direction, et moi, je ne parle pas de comité de direction. D'abord, moi, j'ai un comité de direction majoritairement féminin, donc je suis assez tranquille. J'ai plus de femmes que d'hommes dans mon quotidien. Mais donc, c'est pas un sujet de cadre, c'est un sujet de population globale, et vous en avez aussi beaucoup à la RATP du même genre que les miens. Et le sujet est celui-là. Non, mais la bonne foi en droit et en code du travail, elle importe assez peu. La bonne foi de la personne qui harcèle, on est désolé pour le monsieur, mais s'il se comporte d'une manière harcelante avec les personnes, s'il n'a pas conscience d'être hors la loi, je parle pas de droit, parce que dans le droit, là, la personne en question a porté plainte, etc. On est dans un melting... bref. Je dis simplement qu'à la lumière de ce cas-là, on s'est posé la question dans cette entité-là, qui est la mienne en l'occurrence, mais il y a des cas comme le mien partout, de se dire comment on fait pour justement éviter que cette bonne foi, dont je suis d'accord avec vous, elle n'est pas dans le droit, mais elle existait en l'occurrence là, et je ne peux pas ne pas la prendre en compte, soit justement réalisée. On a réussi à faire plein d'autres choses, pourquoi pas celle-là, et je suis à la recherche juste d'idées ou de bonnes pratiques. Vous voulez réagir ? Juste effectivement, donc nous on est très très concernés par ce sujet. C'est une entreprise, la RATP, extrêmement masculine, avec des activités comme la maintenance des matériels roulants, qui a beaucoup de mal à attirer finalement des femmes. Et je ne parle pas des métiers de caténéristes, etc., qui sont très rudes. En pratique, on a travaillé sur ce sujet comme on travaille sur d'autres sujets, parce que nous on a un gros sujet laïcité également. Donc on a travaillé sur ces sujets-là en produisant des documents très simples où on rappelle des règles. Alors, c'est toujours très compliqué parce que c'est à la limite du droit et du savoir-vivre. Et où on illustre avec, c'est un peu de bonne pratique, on le présente comme ça, et on illustre avec beaucoup de cas d'école, de choses extrêmement complètes. On a des petits modules également de e-learning qui ont pour but de sensibiliser, c'est-à-dire qu'ils vont montrer une scénette, une situation, et puis la façon dont elle peut être perçue par l'un et par l'autre. Et donc, il n'y a pas forcément de bonne réponse, mais l'idée, c'est vraiment de sensibiliser à ces situations et de se dire, voilà, il s'est passé dans un centre-bus telle chose, voilà comment réagir. Et on propose 2 ou 3 façons différentes de gérer l'incident. Et c'est vrai que tout ça est très compliqué parce que quand on arrive sur des métiers comme la maintenance des trains, où on a une femme sur 300 gars, et où on a en plus un problème, c'est qu'ils sont très, très physiques, ces métiers-là. Donc certaines tâches ne peuvent en plus
réellement pas être faites ou difficilement ou par des femmes très fortes. Et donc, du coup, ça apporte de l'eau à leur moulin, quelque part. Et donc, on essaye effectivement de faire beaucoup de sensibilisation, beaucoup de pédagogie. Et cette sensibilisation, on l'a fait également auprès des syndicats, puisqu'on est une entreprise, effectivement, où le social est très important. Et on essaye, du coup, de partager ces bonnes pratiques. Mais c'est un combat, je dirais, qu'il faut renouveler sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Léa, vous vouliez réagir Oui, rapidement, je s'il vous voulais, plaît, parce qu'on a presque fini. Très rapidement, pour vous donner un peu des pistes, notamment pour les solutions sur comment expliquer et comment sensibiliser, etc. Évidemment, c'est un vrai problème. Il y a des associations, notamment la nôtre, et d'autres structures, d'ailleurs, qu'on connaît très bien, avec qui on travaille, qui proposent justement des solutions et des ateliers de sensibilisation. Et nous, pour le coup, encore une fois, on utilise le digital et les outils numériques pour pouvoir sensibiliser. Et donc, on a notamment une offre qui utilise des casques de réalité virtuelle où vous prenez en fait la place d'une victime de sexisme ordinaire, qui se prend en fait des réflexions sur toute une année en fait. Vous suivez son parcours, donc et en 10 minutes en fait vous êtes vraiment à la place de cette victime et vous recevez donc des insultes et des blagues sexistes, etc. Et utiliser le numérique, encore une fois, ça permet de jouer avec, d'utiliser les émotions et aussi l'empathie, et de faire comprendre aussi aux personnes qui regardent ces films en pleine immersion, de comprendre et de pouvoir en parler, de libérer la parole et de sensibiliser. On va prendre une toute dernière question très rapide. On m'indique qu'il y a un monsieur qui veut parler à droite, mais je ne sais pas qui était-ce. C'est vous. Pardon, je ne veux pas vous stigmatiser, monsieur, mais c'est juste que si vous avez une question, je veux bien la prendre. Je voulais juste rajouter un peu de complexité au sujet, parce que en fait, moi, j'étais dans un milieu hyper technique, donc j'étais le seul mec, enfin, disons qu'il y avait une femme dans le service, et puis j'ai débarqué sur un plateau RH. Et donc, je suis le seul mec sur le plateau RH, voilà, c'est clair. Et là, les conversations sont plutôt entre collègues. Tu as une jolie robe, tu as aussi une belle coiffure, tu sens bon ce matin. Et donc, moi, je m'exclus de ces conversations automatiquement. Mais c'est juste pour dire que le sujet est très complexe aussi, dans l'autre sens, voilà. Effectivement, je crois qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que l'optimal vers lequel on tend est celui d'une mixité à 60-40 à peu près, et qu'on ne souhaite pas pour autant un rapport inversé, évidemment. Écoutez, oui, je dois vous dire aussi que Jump a développé des outils pour lutter contre le sexisme en entreprise. On a un guide qui s'appelle « Libérez votre entreprise du sexisme » et qui est mis à disposition de toutes et tous gratuitement. Vous pouvez vous rendre au premier étage dans l'espace networking, il y a un stand Académie où vous en trouverez des exemplaires, et puis sinon sur Internet. Et on a aussi une campagne d'affichage que vous pouvez personnaliser avec votre logo qui porte sur les comportements sexistes en entreprise. Écoutez, je vous remercie toutes et tous, et vous pouvez remonter au premier étage pour la pause café.